Ok, allez c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Arthur et c'est moi qui suis chargé aujourd'hui d'animer cette journée de débat. Donc qui est organisée par les Gilets jaunes. Donc merci à eux déjà de m'accorder leur confiance pour faire ce travail, parce que je suis pas journaliste. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc ce matin, on va faire une discussion de débat autour de la démocratie avec nos deux invités, donc Christian Lorue et Étienne Chouard, que je vais présenter tout à l'heure. Donc c'est la salle. La reprise se fait à 13h45 pour une après-midi débat encore sur cette fois-ci la question de quelle stratégie à mettre en place pour changer de système politique. Donc, comme pour le matin, les deux intervenants débattront entre eux et il y aura bien sûr des interventions dans le public. Voilà, et à partir de 15h30, il y aura une présentation d'une initiative qui a été organisée par les Gilets jaunes, donc ils vont un peu vous présenter ça, une initiative autour de la démocratie. Ensuite, on enchaînera par ce qu'on appelle des ateliers constituants. Alors là, vous aurez une petite présentation de en quoi ça consiste. Et à la fin de la journée, une petite conclusion, une petite synthèse de tout ce qui aura été dit pendant la journée. Et il y a aussi un stand avec des livres et notamment, vous pourrez vous procurer les deux derniers livres de nos invités. Donc, Vers la démocratie de Christian Lorue et Notre cause commune d'Étienne Chouard. Voilà, donc c'est parti pour la matinée. Donc accrochez-vous, notez vos questions parce que après quelqu'un va passer dans les rangs pour vous faire éventuellement la poser aux invités. Donc je vais déjà commencer par présenter nos invités. Donc Étienne Chouard, j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent, donc qui a été initialement blogueur et très actif pendant le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, donc qui a été en quelque sorte, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais un peu un lanceur d'idées politiques autour des questions de la démocratie. Puis en fait, il a quelque part un petit peu creusé, cherché, et puis petit à petit, il a eu des différentes idées, il a affûté, disons, sa compréhension des mécanismes, et si on peut dire, il me corrigera après si je me trompe, mais que lui, son véritable combat, c'est l'instauration d'un processus constituant qui soit réellement démocratique. Et enfin, en deuxième, il y a aussi Christian Lorue, donc vous connaissez peut-être moins, mais c'est les Gilets jaunes qui sont très actifs sur Internet à rechercher les penseurs sur ces questions de démocratie, ont trouvé qu'il était intéressant de l'inviter et de le faire débattre avec Étienne Chouard. Et donc Christian est essayiste, il est porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Démocratie directe et résilience. Donc c'est un groupe de réflexion sur la démocratie et la décroissance. Il est animateur d'une association qui promeut le débat citoyen et qui, on va dire, facilite l'émergence d'assemblées qui sont citoyennes, locales, partout en France. On va discuter tout de suite, on va laisser directement la parole à Christian Lorue et ensuite préparez-vous pour le débat, notez vos questions. C'est parti, Christian, à vous. Alors bonjour à tous, je viens donc vous parler de démocratie directe et essayer de répondre à la question qu'est-ce que la démocratie directe. Alors il y a un nouveau leitmotiv en vogue ces derniers temps, répété en boucle par les fidèles représentants du système dans les médias qui les relaient. Vous savez tous les médias qui sont possédés par quelques milliardaires. Et ce leitmotiv, il est présenté comme un axiome indiscutable, un axiome que ces gens-là ont déduit de l'analyse personnelle qu'ils ont fait du magma de l'institution du grand débat national de M. Macron. Cet axiome, écoutez bien, c'est celui-ci. En France, personne ne veut de la démocratie directe. Cette affirmation péremptoire est naturellement assortie d'aucune
définition précise de la démocratie directe, ce qui, bien entendu, leur permet de soutenir, de contredire tout et n'importe quoi. Eh bien, si, messieurs les représentants du système démocratique, il y a des gens en France qui veulent la démocratie directe. Démocratie directe dans le langage commun, qui, comme dirait Étienne, ne cherche pas à mettre les mots à l'endroit. Cette appellation est généralement employée pour désigner un mode de prise de décision issu du résultat d'une consultation populaire au suffrage universel. Et dans la pensée des adeptes des institutions actuelles, cette démocratie directe ne serait donc grosso modo qu'un synonyme de référendum prévu pour être utilisé par les maîtres du pouvoir chaque fois qu'ils éprouvent le besoin de donner un petit peu plus de légitimité démocratique à une décision qu'ils envisagent de prendre. Dans l'optique de ces gens-là, la démocratie directe ne serait donc qu'un simple ingrédient de la cuisine politique, un saupoudrage, une pincée plus ou moins substantielle qui serait de nature à modifier le goût général de l'organisation sociétale dans le but d'espérer que cette dernière soit ponctuellement mieux appréciée du bon peuple. Au final, cette démocratie directe-là ne serait en fait qu'une simple variable d'ajustement de l'oligocratie au pouvoir, lui permettant de produire un certificat de bonne démocratie chaque fois qu'il serait poussé à le faire, par exemple sous la pression de l'opinion publique. Donc, un petit référendum, et puis on s'en va et on passe à autre chose. En réalité, la démocratie directe, ça n'est pas du tout cela. C'est un système d'organisation politique globale qui, comme nous allons le voir, confie à l'ensemble des citoyens le pouvoir unique de faire des lois et de contrôler leur application. La démocratie directe, c'est tout simplement la vraie démocratie. Alors, longtemps considéré comme utopique, ce système est rendu aujourd'hui techniquement possible par le développement des nouvelles technologies numériques, mais également politiquement nécessaire pour remplacer le système représentatif massivement rejeté par les citoyens. Comme en témoigne le nombre croissant des abstentionnistes, nombre devenu d'ailleurs proche ayant même dépassé la majorité absolue lors des dernières élections. Mais, contrairement à la monocratie, exercice du pouvoir par un seul individu, qui a duré 100 siècles, et contrairement à l'oligocratie, exercice du pouvoir exercé par un nombre restreint d'individus, qui sévit depuis seulement 2 siècles, la démocratie, qui désigne l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, demos kratein, par le plus grand nombre, c'est-à-dire par le peuple, n'a encore jamais été instituée dans aucune nation organisée. Car en effet, le terme démocratie doit être réservé pour désigner un système établissant réellement l'exercice du pouvoir par le peuple, système que nous sommes, je dirais presque à notre corps défendant, obligés de dénommer démocratie directe, puisque le terme démocratie nous a été objectivement confisqué par l'oligocratie actuelle, qui se fait faussement appeler démocratie. Et c'est pourquoi, pour plus de clarté, nous appellerons la vraie démocratie la démocratie directe. Alors, comment installer la vraie démocratie, la démocratie directe? Quels doivent être les contours de cette vraie démocratie et quelles procédures pouvons-nous utiliser pour la mettre en place? Je vais vous livrer là les résultats synthétiques des travaux du groupe de réflexion démocratie directe et résilience que j'ai animé pendant 2 ans entre début 2014 et fin 2016, qui s'est réuni à plus de 70 reprises pour faire dans un premier temps l'analyse critique de la Constitution, ce que j'appelle moi les ateliers constitutionnels, et pas constituants, puis dans un deuxième temps, écrire un projet de constitution en démocratie directe, ça c'est de l'atelier constituant. Alors je tiens à préciser tout de suite que ce schéma d'installation de la démocratie directe que je vais vous présenter
ne constitue pas une feuille de route à prendre ou à laisser, mais au contraire qu'il est bien entendu modifiable et amendable pour tous ceux ou celles qui souhaiteraient s'y intéresser, y participer et y travailler. Il faut bien démarrer par quelque chose. Cette constitution nouvelle en démocratie directe que nous vous proposons énonce tout d'abord un principe fondamental, un principe qui à notre sens fonde le concept de démocratie directe, c'est-à-dire de la démocratie, de la vraie démocratie, et que nous nous proposons d'appliquer à la lettre et pas de le détourner comme ont fait les usurpateurs de la démocratie qui nous gouvernent aujourd'hui à travers la Constitution de 1958. Ce principe fondamental, c'est le suivant. La souveraineté, qui est le droit d'exercer le pouvoir, appartient au peuple seul. La souveraineté, qui est le droit d'exercice du pouvoir, appartient au peuple seul. Ce principe rappelle naturellement l'article 3 du titre 1 de la C58, qui s'appelle de la souveraineté, et qui dit que le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants. Et vous constaterez que la référence aux représentants a disparu et qu'elle est remplacée par le peuple exerce la souveraineté seul. Mais ce n'est pas la seule différence, car la C58 parle de la souveraineté dans ce titre 1 comme d'une notion intuitive et ne prend pas la peine de la définir. On verra que la C58 prend rarement la peine d'ailleurs de définir les concepts qu'elle manipule. Et la démocratie directe, elle, prend la peine et donne une définition précise de la souveraineté. Elle dit la souveraineté, c'est le droit d'exercice du pouvoir. Alors vous allez peut-être me dire que je chipote ou que je coupe les cheveux en quatre, mais pas du tout. Car en énonçant que la souveraineté, c'est le droit d'exercer le pouvoir, nous voyons tout de suite apparaître une deuxième nécessité, c'est celle de définir clairement et précisément qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Et d'un point de vue institutionnel. Alors je dis d'un point de vue institutionnel parce que la notion de pouvoir dans le système oligocratique actuel est porteuse de nombreuses confusions dans la mesure où plusieurs appellations voisines cousines cohabitent et s'interpénètrent: pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir des médias, pouvoir des associations, pouvoir des corporations, des multinationales, etc., etc., sans qu'on sache bien positionner tous ces soi-disant pouvoirs les uns par rapport aux autres. En réalité, le principe fondamental de la démocratie directe, c'est, que je viens d'énoncer, implique de ne reconnaître qu'un seul vrai pouvoir. Et ce seul vrai pouvoir, c'est celui d'édicter des règles qui s'imposent à tous par la coercition, règles énonçant des interdictions ou des contraintes, communément appelées pouvoir législatif. Tous les autres soi-disant pouvoirs ne représentent en fait que des capacités d'agir à l'intérieur du cadre des règles édictées par le pouvoir premier, le pouvoir suprême, le pouvoir législatif. Ces capacités d'ailleurs qui peuvent être augmentées, diminuées, voire même supprimées au gré de la volonté du pouvoir premier. C'est ainsi que pour éviter les confusions, la Constitution en démocratie directe n'utilise le terme pouvoir que pour le législatif, les autres pouvoirs dérivés étant généralement nommés fonction, quelquefois mission ou rôle. Ceci étant précisé, le principe fondamental de la démocratie directe peut donc s'énoncer ainsi sous sa forme développée. La démocratie directe est un système d'organisation collective qui confie l'intégralité du pouvoir législatif au peuple, à l'exclusion de toute forme de représentation, le pouvoir législatif s'entendant comme celui d'établir toute règle s'imposant à la collectivité par la coercition, dont naturellement les règles constitutionnelles. À noter que la conséquence directe, si l'on peut dire, de ce principe, c'est d'ôter à l'exécutif tout rôle dans l'élaboration de la loi et du règlement. Contrairement à la Constitution actuelle, qui confie au pouvoir dit exécutif, que nous appelons fonction exécutive, un rôle prépondérant dans la fabrication des règles coercitives, ce qui lui permet au pouvoir exécutif de pouvoir revendiquer aujourd'hui la paternité de près de 90%
des 140 000 règles coercitives contenues dans nos 74 codes juridiques. Une deuxième conséquence de cette réelle souveraineté du peuple, c'est que le peuple va décider non seulement d'exercer lui-même le pouvoir suprême, le pouvoir législatif, comme je viens de dire, mais qui va décider aussi de déléguer, en fonction de son pouvoir de souveraineté, de déléguer les pouvoirs dérivés, les fonctions opérationnelles, dont l'exécutif et le judiciaire, à une entité dénommée État, qui va donc exercer ses fonctions par délégation du peuple, mais sous son contrôle permanent. C'est ainsi que cet État puissant que nous connaissons aujourd'hui, dans le système oligocratique actuel, va être rétrogradé à la fonction d'État serviteur dans le système nouveau de la démocratie directe. Ce principe général, souveraineté du peuple, avec ses deux déclinaisons, pouvoir législatif exercé par le peuple seul et contrôle du peuple sur toutes les fonctions de l'exécutif, on va dire les agissements de l'exécutif, constitue le préambule de la Constitution nouvelle en démocratie directe. Alors, ce pouvoir législatif, dans la Constitution en démocratie directe, est défini clairement, là aussi, la Constitution, la C58, ne prend pas la peine de définir clairement ce qu'est le pouvoir législatif, pour la bonne raison qu'il est mélangé avec le pouvoir exécutif. Ce pouvoir législatif, nous le définissons ainsi: il représente l'ensemble des moyens concourant à l'élaboration de toute règle s'imposant à la collectivité par la coercition. Alors, quel va être cet ensemble de moyens concourant à l'élaboration de la loi? Quelle va donc être l'infrastructure du pouvoir législatif en démocratie directe? Cette infrastructure, c'est un réseau dense d'assemblées citoyennes locales pour lesquelles nous proposons le nom d'agora. Ces agoras, ces assemblées citoyennes locales, que nous voyons d'ailleurs émerger actuellement un peu partout en France, notamment, mais pas que, en tant que conséquence et résultant du mouvement des Gilets jaunes, sous une forme plus ou moins embryonnaire, ces agoras, en tant que manifestation concrète de la souveraineté populaire, vont donc avoir pour mission d'élaborer la loi, bien entendu, mais également de contrôler les agissements de la fonction exécutive. Nous proposons de créer une agora par tranche de 3500 citoyens majeurs, soit une moyenne de 145 agoras par département, en tout 14 500 agoras environ pour toute la France. Je n'entrerai pas, bien entendu, ici, dans le détail du fonctionnement pratique de ces agoras que vous pourrez retrouver sous sa forme détaillée dans notre projet de constitution, accessible et téléchargeable dans le site démocratie-direct.com. J'indiquerai simplement 4 principes clés. Premier principe: tout citoyen ou groupement de citoyens peut déposer un projet de loi ou de modification de la Constitution dans son agora d'affectation. Deuxième principe: une fois déposé, et sous réserve qu'il soit accompagné d'un nombre de signatures requis, un projet de loi passe en phase de présentation, puis débat et enfin votation dans tout le réseau des agoras. Troisième principe: les projets qui ne seraient pas accompagnés du nombre de signatures requis pour être présentés, débattus et votés en agora sont publiés sur une plateforme numérique et physique, consultable par tout citoyen et naturellement ouverte à l'implémentation des signatures. Quatrième principe: les critères d'adoption des projets sont différents selon qu'il s'agisse de projets de loi, de projets constitutionnels ou de projets de contrôle de l'exécutif. Mais dans tous les cas, il y a un quota de participation minimale qui ne saurait être inférieur à 50% des citoyens et qui, s'il n'était pas atteint, invalide la votation. Ces 4 principes constituent naturellement un résumé très succinct du règlement intérieur complet des agoras que nous avons imaginé, mais vous vous rendez bien compte qu'avec ce type d'infrastructure législative et de contrôle de l'exécutif, point n'est besoin de référendum, ni de RIC, quel qu'il soit, car le réseau des agoras constitue à lui seul, et vous l'avez bien compris, une infrastructure de référendum permanent, et qui prend en charge à lui seul et complètement les 3 phases que sont l'initiative citoyenne, qui devient permanente,
le débat sur l'initiative qui devient permanent et la votation finale. Mais je souhaiterais insister tout particulièrement sur l'importance du quatrième principe, et notamment du quota de participation invalidant, qui est un sujet de polémique avec nos détracteurs et notamment avec nos amis promoteurs du RIC, ou plus exactement de certaines versions du RIC, parce qu'il y a presque autant de RIC qu'il y a de gens qui en parlent. Cette question très importante du quota de participation minimale, qui rejoint d'ailleurs le débat sur le vote blanc et l'abstention, est pour nous fondamentale, car nous partons d'un principe simple, mais incontournable, qui est celui-ci. Une décision issue d'une votation au suffrage universel n'a de légitimité que si plus de la moitié des citoyens majeurs a clairement exprimé son accord. En énonçant ce principe simple, nous nous démarquons radicalement du système oligocratique qui accepte, entérine, voire favorise des résultats de votation dans lesquels seule une proportion minoritaire de citoyens a donné son accord. Je ne fais pas de dessin. Enfin, et pour ce qui est plus particulièrement de l'élaboration courante de la loi, il faut bien comprendre que la contrainte du quota emporte une conséquence directe et qui pour nous revêt la plus extrême importance. Elle marque la fin des lobbies en tant que principaux artisans de la loi. Car vous savez tous qu'aujourd'hui, dans le système oligocratique, les lois nouvelles, les modifications de loi ou les abrogations de lois ne sont pas initiées par l'intérêt général, mais par divers groupes catégoriels qui trouvent un intérêt afin de se rendre la vie plus facile dans la conduite quotidienne de leurs activités créatrices de profit. La démocratie directe de ce point de vue-là, c'est donc la fin des lobbies faiseurs de lois, et c'est enfin la loi faite par et pour tous les citoyens. Concernant la fonction exécutive, comme nous venons de le voir, l'exécutif, en démocratie directe, n'est plus un pouvoir, c'est une fonction. Et cette fonction est définie comme représentant l'ensemble des moyens mis en œuvre pour faire fonctionner les services publics. Rappelons que cette fonction exécutive relève de la souveraineté populaire et que de ce fait, elle procède d'une délégation du peuple vers cette entité administrative que nous avons dénommée État-serviteur. Cet État assure donc au nom du peuple et par délégation du peuple le fonctionnement des services publics dans le strict respect des lois en vigueur. Lois, rappelons-le, qui ne sont pas élaborées par lui et qu'il ne peut pas modifier. C'est le concept d'État-serviteur. Cet État-serviteur assure la gestion opérationnelle des services publics, dont la liste et les principes sont écrits dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas dans la C58. Mais bien entendu, vous l'avez compris, il assure cette gestion des services publics sous le contrôle permanent des agoras. Ce qui signifie notamment que l'initiative des grands projets, des grands commandements opérationnels relatifs aux services publics appartient concurremment à l'État et aux agoras. Cet État-serviteur est dirigé par une équipe gouvernementale avec sa tête un gouverneur exécutif nommé par les agoras pour une période déterminée sur un programme d'action précis et ils sont révocables en cas de non-respect avéré et prouvé de ce programme. La conséquence radicale de cette disposition, c'est que les programmes d'action des gens de l'exécutif ne sont plus des chiffons de papier, mais de véritables contrats passés avec le peuple. Et c'est l'affirmation du mandat impératif et la fin de l'article 27 interdisant ou rendant nul précisément ce mandat impératif. Alors, je souhaite préciser les contours de deux services publics définis dans la Constitution des démocraties directes qui constituent deux piliers importants et qui marquent une rupture également avec la Constitution actuelle, une rupture fondamentale. Le premier, c'est ce que nous avons intitulé le service d'infrastructure d'information politique et le second, c'est tout simplement le service d'administration du territoire. L'infrastructure d'information politique, la mission de ce nouveau service public est indispensable au fonctionnement de la démocratie directe. Il vise à mettre réellement en application l'alinéa 3 de l'article 4 de la Constitution actuelle, qui n'est absolument pas respecté dans la pratique,
et que la Constitution en démocratie directe conserve naturellement, mais en lui attribuant les moyens réels de sa mise en œuvre. Cet article, il dit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C'est ce qu'il dit. Mais chacun constate évidemment que dans le système actuel, cette disposition est bafouée en permanence, car seule une poignée de partis politiques bénéficie d'un accès à la visibilité auprès du grand public. Afin de pallier ce déficit et rendre réellement équitable, c'est-à-dire égalitaire, la pluralité des expressions politiques, la Constitution en démocratie directe prévoit la mise à disposition d'une infrastructure matérielle d'expression et de diffusion à tous les groupes politiques, quelle que soit leur importance ou leur tendance, notamment quantitative. Cette infrastructure n'est que matérielle et technique, comprend des studios, TV, radio, un site internet, un quotidien presse, avec bien entendu les canaux de distribution appropriés. Et cette infrastructure est encadrée par des techniciens sono-vidéologiques, mais pas par des journalistes ou des animateurs qui sont amenés, qui sont fournis avec les débatteurs. Donc une stricte égalité d'accès aux équipements en temps et en espace est garantie à chaque groupe déclaré, la moitié au moins de l'espace étant attribué devant être consacré au débat contradictoire. Deuxième service public que je vais définir un petit peu plus en détail, c'est le service public de l'administration du territoire. La gestion du territoire en démocratie directe est très différente de celle prévue par la Constitution actuelle, dans laquelle les collectivités territoriales sont administrées par des élus locaux. En démocratie directe, elles sont administrées par des mandataires nommés par le service public de l'administration du territoire, mandataires eux-mêmes placés sous le contrôle permanent des agoras situées dans le périmètre dont relève la collectivité. Alors, on touche là à un point essentiel de la démocratie directe qui est souvent mal compris, car on nous dit souvent la démocratie directe, c'est dans les territoires un mode de décision par les citoyens et pas par les élus. Nous retrouvons ici la confusion sur la notion de pouvoir que j'ai déjà évoquée en début d'exposé, confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire entre le pouvoir d'édicter des règles abstraites, d'une part, et d'autre part la fonction, c'est plus un pouvoir, qui consiste à faire appliquer ces règles ou à décider de commandements opérationnels, comme précisément ici, dans le cadre de l'administration ou de décisions d'aménagement du territoire. Or, on a vu qu'en démocratie directe, l'exercice du pouvoir par le peuple, c'est d'abord l'exercice du pouvoir législatif, et pour ce qui concerne la fonction exécutive, dont en particulier l'administration du territoire, le peuple délègue cette fonction à une entité dénommée État, qui n'exerce qu'un contrôle par l'intermédiaire des agoras, mais pas une gestion directe. Car la gestion directe des décisions opérationnelles par le peuple, notamment dans le domaine de l'administration du territoire local, ça s'appelle l'autogestion de la fonction exécutive. Et c'est très différent de la démocratie directe, en tout cas, ça n'est pas la même chose. Donc, pour nous, dans les territoires, le peuple contrôle, mais ne gère pas directement. Reste alors à déterminer qui le peuple doit-il contrôler. Actuellement, comme je l'ai dit, dans les territoires, ce sont les élus qui gouvernent. Dans notre projet de démocratie directe, ce sont des mandataires, des fonctionnaires, voire des experts, désignés par le service public de l'administration du territoire, mais les agoras possèdent un droit d'initiative, conjointement avec les mandataires, pour tout projet nouveau d'aménagement, un droit de veto sur tout projet ayant été initié, et elles peuvent également, elles ont un droit de questionnement, elles peuvent questionner les mandataires sur les projets en cours, et elles ont enfin, naturellement, un pouvoir révocatoire sur les principaux mandataires publics territoriaux. Alors, pour terminer, bien entendu, il faut dire un mot de la révision de la Constitution, qui aujourd'hui constitue le titre 16 de la C58, et qui, dans sa rédaction, dit que le peuple n'a pas accès à la révision constitutionnelle, qu'elle est réservée soit au président de la République, soit au Parlement, soit les deux réunis.
En démocratie directe, naturellement, l'initiative de la révision de la Constitution appartient au contraire au peuple seul. Pas aux représentants et ou au peuple, c'est au peuple seul qui peut modifier la Constitution par le biais des procédures dont j'ai parlé tout à l'heure et prévues dans les agoras. Et c'est ainsi que chaque citoyen, groupement de citoyens, peut proposer la création d'un nouvel article de la Constitution, la modification ou l'abrogation d'un article existant. Voici donc, de manière très résumée, les principes essentiels de la démocratie directe que nous appelons, nous, la vraie démocratie. Et je terminerai cette présentation en lançant un appel à tous ceux qui aspirent à son avènement, la démocratie directe, mais qui sont hésitants face à une tâche qui leur semble de trop grande ampleur ou comportant un délai de mise en œuvre qui leur paraît trop lointain. Je leur dirai que ces actions immédiates sont possibles et qu'elles sont même en marche. Déjà en marche. Ces actions immédiates, ce sont les assemblées citoyennes locales, les ACL, que nous promouvons par l'intermédiaire de l'Association pour la promotion du débat citoyen, et qui commencent à se créer un peu partout en France, notamment sous l'impulsion des Gilets jaunes, mais pas uniquement, et que nous sommes donnés pour mission d'accompagner partout où nous sommes, dans chaque ville et dans chaque village. À ce propos, j'indique que l'Association pour le débat citoyen participe à l'organisation de l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes qui doit se tenir à Monceau-les-Mines, le 29 et le 30 juin, et qu'elle est notamment support juridique de cette manifestation. Et qu'à l'occasion de cette Assemblée des assemblées, l'axe de la création systématique d'assemblées citoyennes locales un peu partout, et notamment le projet, l'initiative, le souhait que les différents groupes de Gilets jaunes s'instituent en assemblée citoyenne locale, va être proposé comme un des axes prioritaires lors de cette Assemblée des assemblées. Ces assemblées citoyennes locales, pour nous, constituent réellement des prototypes d'agora, tels que je viens de vous en parler, et que leur mise en réseau, c'est pour nous ni plus ni moins que le laboratoire actuel de la démocratie directe. Merci. Donc voilà. Allô, c'est bon, c'est revenu. Donc voilà, merci beaucoup Christian Lorue donc pour cet exposé. Donc vous avez vu deux exposés qui étaient assez différents finalement dans la forme, mais aussi dans le fond. Alors du coup maintenant on va avoir à peu près voilà une petite heure de discussion, débat et de questions avec le public. Donc voilà, donc pour remettre un petit peu un cadre à la discussion, donc les deux intervenants nous ont parlé un petit peu de deux, on va dire, d'angles pour, selon eux, instaurer une meilleure, enfin une vraie démocratie. Et donc, bon, j'imagine que sur beaucoup de points, finalement, ils vont trouver des terrains d'entente, hein, mais peut-être, voilà, moi j'en profite pendant que j'ai encore la parole pour peut-être suggérer quelques petites pistes où il pourrait peut-être y avoir des discussions par la suite. Donc, souvent, par exemple, on a entendu parler d'assemblées locales. Étienne nous a parlé que au fur et à mesure qu'on a construit des sociétés de plus en plus grandes et complexes, on s'est doté de représentants, mais voilà, moi il y a peut-être une question qui pourrait un petit peu vous départager, c'est sur des questions de seuil. À partir de combien de personnes on peut considérer que voilà, on est obligé, peut-être Étienne dirait, de se doter d'une certaine forme de représentation. Et puis sinon Christian Lorue, pour lui, en termes de, quand il appelle l'assemblée locale, pour lui, quelle est entre guillemets la portée d'une agora. Donc voilà, c'est quelques pistes. Maintenant, le public, donc dans la salle, vous pourrez intervenir et poser des questions. Donc pour que ça se passe un petit peu donc correctement,
il va y avoir une personne avec un micro qui va sillonner un petit peu les rangées. On pourra vous donner un petit papier donc avec un numéro qui donnera l'ordre de passage. Donc voilà, pour appeler la parole, il vous suffit de lever la main et de vous faire remarquer donc auprès des personnes qui vont circuler. Donc peut-être voilà, je vais peut-être donner la parole à l'un d'entre vous pour commencer en attendant, ou peut-être on prend une première question. Vous voulez y aller? Donc allez-y, monsieur. Ma première question va être courte, mais je vais faire un petit développement. Sur la suggestion d'Étienne Chouard, je propose une question à l'Assemblée ici réunie, et je m'en réjouis. Toutes les infrastructures sportives financées avec des moyens publics doivent être réservées prioritairement aux besoins des scolaires, des collèges et lycées. Pourquoi je pose cette question en premier? Parce que vous êtes dans un lieu qui m'est cher. Ce lieu où nous avons une agora qui me fait plaisir fut mon premier gymnase. Et oui, l'Institut régional d'éducation physique à la piscine Nakache avait ce bâtiment en était une annexe. Et j'ai attendu un certain nombre d'années pour avoir un toit pour enseigner les sports collectifs. Ça, c'est pour l'anecdote, mais je reviens maintenant au fond. Les deux intervenants nous ont parlé d'un projet, d'une nouvelle constitution en réalité, dans laquelle nous devons nous investir, et ils nous offrent, dans ce cadre où je poursuis ma formation d'éducation populaire, grâce à eux, ils donnent des idées pour créer cette nouvelle constitution dont le besoin est particulièrement ressenti maintenant. Nous avons en France, la C58, c'est la 19e constitution française. Mon professeur de droit à la fac de Rennes, autrefois, s'appelait Monsieur Le Colidec, nous parlait justement des différents systèmes, mais pas de la démocratie directe. Et je me réjouis qu'on soit ici en train d'approfondir cette question. Merci. Merci. Je n'ai pas précisé, dans un souci de proposer un maximum de questions, les interventions sont limitées à 2 minutes, donc merci d'être clair et concis. Merci, monsieur. Quelqu'un veut répondre? Les vôtres aussi? Les vôtres aussi. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids et deux mesures. Je sais pas. Quelle est la question de l'affectation des... J'ai noté votre remarque. Des infrastructures sportives, en démocratie directe, c'est décidé par des agora locales, dans le périmètre de relève de l'infrastructure. Voilà. Alors il peut y avoir une affectation, comme je l'ai dit, par les mandataires, dans la mesure où les citoyens sont d'accord, ils ne bougent pas. Dans la mesure où ils ne sont pas d'accord, ils bougent. Et puis, dans la mesure où le mandataire n'a aucune idée, il propose une idée. Simplement, bonjour. Il me semble que. Je voudrais savoir si on va être en démocratie directe ou pas. Et à décider par nous l'un d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas sûr du tout que les populations du monde. Je n'ai pas dit que j'étais sûr qu'elle ne voulait pas la démocratie, mais je ne suis pas sûr qu'elle le veuille, et il me semble qu'on ne le saura que quand elles en auront débattu, précisément dans un processus constitutionnel populaire. Dans les ateliers que tu as fait, depuis des années, les gens que tu as rencontrés étaient tous, aspiraient tous à faire de la politique tout le temps, parce que en démocratie directe, les citoyens vont faire de la politique tout le temps. Pour s'occuper du bien commun, tout le temps. Et si tu mets un quorum, il va falloir qu'ils s'y collent tous, enfin au moins à la moitié, si j'ai bien compris, le quorum est à la moitié. Donc il faudrait que la moitié des corps sociaux, dans le pays, soient d'accord pour faire de la politique tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, on arrive, alors je vais me faire marquer la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, si
une toute petite partie, c'est même pas 10%, hein, c'est 5% des citoyens qui font de la politique, qui s'engagent et sont militants, c'est plutôt 1 ou 2% d'ailleurs, c'est à mon avis parce que les institutions sont mauvaises et nous ferment porte des décrets. Et dans un carcan pareil, ça sert à rien de se donner du mal, donc les gens se donnent pas de mal parce qu'on n'entend pas les mouches avec du vinaigre, et dans de mauvaises institutions, ça nous désincite à faire de la politique, ça nous désapprend, l'élection nous désapprend à faire de la politique, l'impunité des représentants nous désincite à nous engager, et sûrement nous aurions de meilleurs taux si nous avions de bonnes institutions. Mais je pense qu'on aurait la moitié. Tu rencontres ça, il me semble, dans les ateliers constituants que j'ai vécu depuis des années, les gens vont plutôt vers une démocratie représentative, mais dont ils écrivent les règles, en gardant la main, c'est-à-dire en ayant des institutions de vraie démocratie, mais sur les sujets importants, pas sur tous les sujets. Alors, moi, je ne suis pas progressif. C'est-à-dire que je ne fais pas des scientifiques sur du marketing qualitatif, et savoir si le produit va marcher, réunissez un panel, et ainsi là, plus de 60% de gens qui veulent tel yaourt, qui lancent tel yaourt. Donc, j'ai effectivement fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de réunions, de débats. Moi, je n'ai aucun pronostic sur quel est le pourcentage de gens qui veulent ceci, quel est le pourcentage de gens qui veulent cela. Je me contente avec d'autres camarades à tracer un sillon en écoutant les arguments contradictoires des uns des autres, mais sans faire de pronostic sur la faisabilité en termes d'acquiescement de la population de tel ou tel projet. Concernant le quorum, il ne faut pas se tromper sur ce que j'ai dit. Je dis qu'une votation ne peut pas être invalidée si on n'a pas 50% de gens qui se sont exprimés positivement. Ça veut dire que si 50%, s'il y a moins de 50% de participation, la loi n'est pas votée, au final. Hein, bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut obligatoirement qu'il y ait toujours 50% de personnes dans les agoras. C'est un critère de légitimité. Aujourd'hui, on a un problème de légitimité avec la loi. Pourquoi? Parce qu'elle s'établit dans le cadre d'un rapport de force introduit par la représentation qui est très faible, hein, c'est 577 personnes, plus éventuellement 345, ou lorsque c'est un décret, c'est une dizaine, une vingtaine de personnes dans le gouvernement. Et lorsque la loi tombe, on a un retocage qui peut se faire en fonction des différents mouvements populaires. Ça veut dire, tout simplement, qu'il n'y a plus de légitimité. Ça veut dire qu'il y a une constitution, il y a une 758 qui explique comment la loi doit être faite. Par exemple, un décret, c'est écrit dans la constitution qu'un décret peut être pris par une personne seule, ou qu'un arrêté préfectoral peut être pris par un préfet. Eh bien ça, c'est contesté aussitôt sorti. Ça veut dire qu'il y a un problème, le peuple ne reconnaît plus la légitimité qui est écrite dans la C58. Nous, ce que nous proposons, c'est justement qu'une légitimité nouvelle soit instituée et qui ne soit pas contestable, parce qu'elle est claire. S'il y a plus de 50% qui s'expriment, il va y avoir un résultat. S'il y a moins de 50% qui s'expriment, il n'y aura pas de résultat. Voilà. C'est uniquement un critère de légitimité. Je ne sais pas si, à la limite, si personne ne veut modifier les lois ne seront pas modifiées. Ok, merci pour cette réponse. Peut-être on ne va pas prendre d'autres questions. Oui, le numéro 2. Est-ce qu'ils peuvent dire leur prénom? Si vous pouvez dire votre prénom, c'est plus sympa. Et voilà, je vous rappelle, vous avez à moins de 2 minutes. Merci pour réponse. C'est bon. Alors bonjour Anne, gilet jaune à table. Alors j'ai une question et puis une remarque après sur les agora. J'ai une question par rapport au budget, le budget voté en équilibre. Alors si les parlementaires, si le gouvernement doit donner un budget en équilibre et les parlementaires doivent le voter, et que, sachant qu'on a perdu la possibilité de création monétaire avec l'Europe, est-ce que ceci ne mettrait pas en péril tous nos services publics?
Ça, c'est ma première question. Et au niveau des agoras, je pense que les agoras ne peuvent fonctionner que si on détermine la laïcité politique au sein des agoras. Et il va falloir, dans ces assemblées citoyennes, définir ce que c'est que la laïcité politique, justement. Enfin, c'était la remarque par rapport aux agoras. Merci beaucoup. Qui veut répondre au premier? Étienne, une question? La première question, ouais. C'est plutôt à Étienne. Les services publics, en fait, sont influençables, je pense, sans limite. Ce sont les citoyens qui décident du fonctionnement de l'État. Je pense que il ne tient qu'à nous de décider de fournir les services nécessaires en créant la monnaie nécessaire pour fournir ces services, autant que nous avons besoin de services. Un État digne de ce nom doit pouvoir créer la monnaie dont le peuple a besoin pour fournir les services dont le peuple a besoin. Le fait d'être tenaillé par l'égalité budgétaire vient de l'abandon par le représentant depuis Pompidou. C'est Pompidou qui a décidé de cet abandon, qui était un banquier, qui était toute sa vie en fait. Il avait été banquier officiellement avant d'être président, mais la façon dont il a exercé la présidence montre qu'il était encore banquier. Ce type-là a lancé l'asservissement pendant des dizaines d'années qui ont suivi sa mort, et c'est lui qui a lancé un processus d'asservissement de la puissance publique, ce qu'on appelle les marchés financiers, comme si c'était des dieux cruels. Les marchés financiers, ce sont les gens qui ont de l'argent, ce sont les riches de la planète. Et l'asservissement de la puissance publique aux riches n'est pas une fatalité, c'est une trahison. Et donc, si on ne voit que l'équilibre budgétaire dans un contexte d'interdiction de la création monétaire, puisque l'article 104 de Maastricht et l'article 123 de Lisbonne nous interdit de créer la monnaie dont nous avons besoin, si on ne voit que l'équilibre budgétaire, c'est vrai que ça aboutit à la destruction des services publics. Oui, mais c'est le but, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Les riches se sont débarrassés de ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui aide les gens, l'État qui ne se contente pas de payer de justice armée, ça c'est l'État Afrique, c'est l'État gendarme. L'État-providence, c'est l'État qui en plus aide les faibles en répartissant les richesses et en fournissant les services publics. Les riches ont eu de cesse, depuis qu'ils ont repris le contrôle dans les début des années 80, de détruire l'État-providence. Ils ont un slogan d'ailleurs, ils appellent ça Starve the Beast, affamer la bête. Donc il s'agit d'affamer, d'appauvrir l'État pour détruire les services publics. C'est le résultat d'une politique, c'est pas du tout une fatalité. Donc la peur du déséquilibre, en fait, si nous devenons constituants, nous instituerons un État capable de créer la monnaie tant qu'il y a des chômeurs, jusqu'à ce qu'il y ait des chômeurs, et donc il faut tous les services publics. Sur les agoras, je ne sais pas si Christian a bossé sur Condorcet, mais ce que vous décrivez quand vous parlez des agoras locales, ça correspond tout à fait à ce que Condorcet appelle les assemblées primaires. C'est-à-dire que Condorcet, qui est un aristocrate, mais soucieux de l'intérêt général et de la justice, dans sa constitution 93, avait pensé toute une organisation qui permettait au peuple lui-même, dans les assemblées primaires, comme ça je l'appelle, les agoras, l'écriture des lois et le contrôle des préfectures. Il y a un truc qui me chiffonne un tout petit peu, mais c'est sur le plan du vocabulaire, c'est pas grand-chose. Pour moi, l'agora, c'était un lieu de discussion à Athènes. C'était pas un lieu de décision. Alors, je ne sais pas si dans ton esprit, les agoras sont des lieux où on décide ou pas, mais bon, historiquement, l'agora, c'est le marché, l'endroit où les gens parlent. Et ensuite, dans les endroits où on décide, on ne parle plus. On écoute quelques orateurs qui proposent les arguments pour la loi, les arguments contre la loi, et ensuite, nous, on se tait, là où on décide. On se tait et on vote. Je ne sais pas si je peux peut-être préciser ce que tu veux dire quand tu parles. Je vais répondre d'abord à madame, et je remercie de poser cette
question sur la laïcité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Sur la Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, la Non, laïcité? je vais répondre sans bien comprendre. Je pense comprendre ce qu'elle veut dire et on verra si ma réponse la satisfait. Le prénom, j'ai oublié le prénom. Anne. Je vais répondre de façon très, très simple et très claire en énonçant les 5 principes de l'Assemblée citoyenne locale. Alors, l'Assemblée citoyenne locale, c'est pas tout à fait l'agora tel que je l'ai décrit dans le projet de démocratie directe. Et le projet de démocratie directe, c'est un projet théorique. Alors, l'Assemblée citoyenne locale, c'est quelque chose qui se met en place actuellement, c'est donc concret, c'est réel, et c'est ce que j'avais tout à l'heure, un laboratoire agora. Alors, premier principe, l'accessibilité. Une assemblée citoyenne locale est la propriété de tous, elle est ouverte à tous les citoyens. Pas d'inscription, pas de cotisation, pas de carte de membre. La régularité de fréquentation n'est pas nécessaire. Une assemblée locale est apolitique, dans le sens qu'elle n'est pas le lieu d'expression proclamée ou déclarée d'un clan ou d'une mouvance quelconque. C'est le premier principe, le principe d'accessibilité. Deuxième principe, la continuité. Une assemblée citoyenne locale assure une permanence d'ouverture régulière. Les jours et horaires d'ouverture sont fixes, connus et plus largement diffusés. C'est donc un guichet, c'est un service public. Troisième principe, la mutabilité. Une assemblée citoyenne locale a vocation à traiter des sujets en prise avec l'actualité, les besoins des citoyens, généralement toutes circonstances nouvelles. L'ordre du jour est établi par les citoyens eux-mêmes, via le site internet par exemple de l'Assemblée. Quatrième principe, le débat argumenté. Les débats d'une assemblée citoyenne locale se déroulent selon le mode contradictoire argumenté, c'est-à-dire que chaque intervenant est invité à faire l'effort d'argumenter ses affirmations afin d'éviter les opinions subjectives le plus ressenties, mais enfin, s'il ne veut pas faire l'effort, il ne le fait pas. Donc il y a une incitation de la part de l'animateur, c'est qu'il fasse cet effort. Et cinquième et dernier principe, la transparence. Les sessions d'une assemblée citoyenne locale se déroulent en toute transparence. Chaque session fait l'objet de compte rendu synthétique et d'une restitution audio qui est postée sur le site de l'Assemblée. Voilà. C'est ce que je peux définir le plus clairement possible comme étant pour nous le principe de la laïcité politique tel que nous l'entendons dans le cadre du concept de l'Assemblée citoyenne locale. Donc pour répondre à Étienne sur le fait sur la mise en perspective de ce que nous appelons l'agora dans le projet de démocratie directe et puis ce qu'était l'agora dans la société laïque, oui, bien sûr, il y a une différence et tu as tout à fait raison. J'ai dit tout à l'heure qu'on proposait le nom d'agora. Ce qui compte, c'est la définition que je donne de l'Assemblée citoyenne locale. Je pense qu'on a le droit de l'appeler agora, même si ce n'est pas tout à fait la même chose qui se faisait en Grèce. C'est bien de savoir que dire et ne pas dire pour propre nuit exactement ce qui se passait en Grèce et qui s'appelait agora. Voilà. C'est une question d'appellation. Quand tu dis agora, c'est un endroit où on décide. Oui. C'est un endroit qu'on réfléchit, on fait. Il y a l'émergence de l'initiative. Il y a le débat argumenté, c'est-à-dire qu'on débat sur les initiatives, et l'endroit où on vote. Donc les 3 phases, l'élaboration de la loi, l'initiative, le débat argumenté et la votation. Ok, je crois que c'est clair. Une troisième question, numéro 3. Monsieur. Non. Il a une petite 5 secondes, le micro avant de marcher. Allez. Bonjour, je m'appelle Alain. Ma question, c'est par rapport à l'influence des lobbies sur la vie politique. Ça me semble vraiment la préoccupation principale, ce qui a débouché sur les problématiques sociales, économiques, écologiques, en fait, tout ce qu'on vit actuellement. Christian y a répondu en partie. Ça me semble clair que de toute façon, si c'est les assemblées citoyennes qui sont décisionnaires principales, les lobbies ne peuvent plus avoir d'influence. Dans le RIC, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ça? Merci.
perte de vue, d'une façon plus générale, pas seulement dans le RIC, d'écrire pantouflage et le lobbying sont des crimes de trafic d'influence. Donc on l'écrit, le problème c'est que c'était pas aussi grave que crime, c'était un délit dans la République française. Je dis République parce que le reste public c'est la chose publique, mais en fait on est en République aujourd'hui, hein, donc ce sont des acteurs privés qui ont pris le contrôle du politique. Et donc dans la République française c'était interdit, hein, dans le Parlement on ne pouvait pas venir influencer les parlementaires, c'était interdit. Et puis dans les institutions européennes qui sont régies par le droit anglo-saxon, paradigme, la façon de penser anglo-saxonne, le lobbying est devenu non seulement autorisé, mais c'est la seule façon de décider finalement. Et bon, si on n'est pas d'accord, il nous suffit d'interdire et de criminaliser cet état d'enfer à une faute grave. Et à mon avis, c'est pas spécifique au RIC. En toute matière, il faut en fait criminaliser le trafic d'influence. Et ce qu'on peut faire, c'est organiser les influences, parce que probablement les décideurs ont besoin de savoir de quoi la société a besoin. Donc les décideurs ont besoin d'être informés. Parce que c'est ça l'argument du lobbying, il faut qu'on dise aux parlementaires ce que veut la société. Et en généralisant les influences, on fait qu'il n'y en a plus aucune qui est criminelle d'après leur argumentaire. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, hein. C'est vrai que ceux qui décident doivent être. Dans l'état d'esprit de Christian, j'imagine qu'en démocratie directe, comme ce sont les gens eux-mêmes qui décident, ils savent ce qui est nécessaire. C'est vrai qu'il y a un problème d'information. Nous ne sommes pas tous omniscients, loin de là, loin de là. Donc il y a probablement une organisation de l'information des votants, en tout cas des décideurs. Si c'est en démocratie directe, ce sera le votant. C'est tous les citoyens. Si c'est en démocratie représentative, ce seront les représentants. Si c'est dans le cadre du RIC, ce seront les citoyens des. En fait, ce qu'on a prévu dans j'ai écrit dans la constitution du plan C et dans la cause commune, dans le travail sur le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des modalités du RIC qui font que nous instituons les organes nécessaires pour éclairer l'opinion avant d'opiner. Nous savons que quand une personne va poser une question aux autres, les autres probablement ne sont pas au courant des dangers, des opportunités, des enjeux, ce qu'il y a à gagner, ce qu'il y a à perdre sur cette question. Et donc, sachant ça, entre l'initiative, le moment où on a réussi à obtenir 50 voix ou 100 000 voix, suivant le seuil qu'on a décidé, entre le moment de l'initiative et le moment où on va voter, nous instituons une longue période, que nous voulons longue parce que nous voulons justement éclairer l'opinion. Et cette longue période permet à la Chambre de référendum, c'est une chambre qu'on institue, une chambre tirée au sort, et dont le boulot est de permettre à la Chambre de référendum d'organiser des conférences sur le oui, quel que soit le site. Des conférences sur le oui, des conférences sur le non, sur la chaîne du référendum et sur le site du référendum. Des conférences sur le oui, des conférences sur le non, des controverses entre les spécialistes du oui et les spécialistes du non. Donc le spectacle de la mise en scène des conflits, le spectacle des contradicteurs qui s'empaillent pour que nous comprenions sur quel point ils s'empaillent et qui a les bons arguments, qui a les mauvais arguments. Et si pendant une longue période nous avons éclairer l'opinion de cette manière, nous pensons que nous allons opiner, alors on va sûrement se tromper, puisque tout ce qui est vivant se trompe, hein, comme si les élus ne se trompaient pas, c'est pas spécifique à la démocratie, il faut se tromper, bien sûr, tous ceux qui prennent le risque de décider prennent le risque de se tromper, mais on se trompera quand nécessairement le lobbying, ça va être l'influence pendant ce débat. À mon avis, d'une façon générale, il suffit de criminaliser les trafics d'influence secrets. C'est sûr que c'est secret que c'est problématique. Il faut criminaliser comme on interdit le crime, comme on interdit le meurtre. Oui, mais la criminalisation n'a jamais empêché. Mais voilà. Oui, il faut le savoir. Il faut savoir que ça existe, enfin. Oui, tout à fait. Que c'est potable. Donc ce ne sera pas parfait si on l'interdit, ce sera mieux que si on le rend obligatoire, parce qu'aujourd'hui, les lobbies sont obligatoires au Parlement européen, et toi et moi, nous ne pouvons même pas entrer, et que les lobbies qui peuvent entrer. Donc, ce sera quand même plus efficace de l'interdire que
voudrais intervenir sur les lobbies. C'est un sujet fondamental dans l'élaboration de la loi parce que la loi aujourd'hui est faite par les lobbies. Et à peu près par personne d'autre. Je suis très sceptique sur le fait de limiter un problème en traitant le symptôme et pas la cause. Le fait que les lobbies puissent quasiment faire la loi, c'est tout simplement la façon dont est écrite la Constitution qui permet justement, par le fait que les lois sont élaborées par un nombre extrêmement restreint de personnes, d'être approchées par une. Donc, il me paraît plus simple d'éliminer la cause plutôt que de traiter le symptôme. Éliminer la cause, c'est faire en sorte que les lobbies ne puissent pas tout simplement approcher et influencer ceux qui vont déterminer la loi. Et le système des agora, me semble-t-il, est à lui seul une méthode en rempart contre ça, plus qu'un rempart, puisqu'il rend impossible l'action du lobby, sur d'une part de la multitude des gens qui vont être appelés à voter, et d'autre part pour le problème du quota, la contrainte du quota, tel que je l'ai indiqué, puisque aujourd'hui il suffit d'approcher la majorité des députés, ou même pour ce qui concerne les décrets et les règlements qui vont être pris directement par l'exécutif, d'approcher les bonnes personnes. Donc ça se fait avec 2 ou 3 personnes et très très peu de pourcentage. Alors que s'il faut un quota de 50% de citoyens qui approuvent une loi, il est bien évident que les lobbies, la loi ne pourra plus être instillée et par les lobbies. Alors, dernier point sur les lobbies, ça n'est pas, pour moi, c'est pas un gros mot, lobby, groupe de pression, parce que l'initiative, toute initiative de loi, même dans le système de démocratie directe, et je pense d'ailleurs c'est une bonne chose, viendra d'un groupe de pression. La perversion vient non pas du fait qu'il existe un groupe de pression, c'est-à-dire un groupe catégoriel qui pense que ce serait bien de voter tel type de loi, mais la perversion du système vient du fait que ce groupe va pouvoir, avec simplement quelques pourcentages de la population globale, arriver à imposer cette loi. Oui, et qu'il y a un écart aussi. Vous avez tous les deux souligné ce qui, à moi, me paraît très important, l'importance du débat contradictoire, qui pour moi est une bonne manière de contrer potentiellement les effets pervers du lobbyisme. Donc, si le débat est bon, peut-être. Oui, bon alors, ouais, mais après je sais pas, peut-être que là déjà qu'on est un peu rétract sur le temps, peut-être qu'on va prendre plus de questions et puis on verra après peut-être le numéro 5. Non, 4, pardon. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis un commettant, c'est un mouvement politique sans hiérarchie idéologique, donc qui s'intéresse avant tout à la méthodologie démocratique, et je trouve que l'une ou l'autre de vos propositions garde 2 failles majeures. D'une part, c'est qu'on reste dans un système partisan, c'est-à-dire que d'un côté, on garde les élections, les élus, les partis politiques, de l'autre, on garde les partis politiques, malgré des débats contradictoires, on reste dans la confrontation des idées et dans le vote. Le vote, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir de tous, c'est-à-dire une décision partagée. Dans le vote, on tranche un désaccord avec la partie qui a exercé sa volonté et l'autre qui a subi. L'autre problème, c'est le fait de décider en grand groupe. C'est des décisions non éclairées parce qu'on ne peut pas être expert de tous les sujets. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a des centaines, des milliers de questions et les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Donc l'alternative à cela, c'est ce qu'on travaille chez les commettants, ce sont des assemblées, c'est certes, il n'y a plus d'élus, il n'y a plus de partis, il n'y a plus d'élections. On fait évoluer la législation de manière continue en fonction des remontées des doléances, pourquoi pas dans des agoras, mais il faut des assemblées représentatives spécialisées dans chaque question. Une assemblée tirée au sort pour travailler sur la question des EHPAD par exemple, mais il faut que cette assemblée soit absolument représentative et même un quota de 50% de la population, même s'il y a 25 millions de votants, c'est pas représentatif, on le sait dans la recherche, il faut un tirage au sort, quelque chose comme ça, parce que le nombre ne fait pas la représentativité. On sait que les pauvres, les moins informés votent moins que les plus riches, les plus éduqués. Donc on peut faire un système sans élus,
mais pas en votant tous. Il faut un tirage au sort d'une assemblée représentative par question qui deviendra experte sur la question et qui écrira la loi par consensus au lieu de voter les uns au détriment des autres. Très intéressant. Pour moi, l'idée des assemblées tirées au sort dédiées à un sujet, dans l'état où je suis après 15 ans de réflexion sur cette question, c'est sûrement la meilleure idée pour un processus législatif à la fois populaire et éclairé, bien calé sur l'intérêt général. L'expérience de Testard, Jacques Testard, un scientifique qui, dans les années 60, a inventé le bébé poète, depuis qu'il est à la retraite, crée des conventions de citoyens tirés au sort, qui fait réfléchir sur des sujets très compliqués, avec des sujets comme l'euthanasie, oui, non, les arguments pour, les arguments contre, c'est vraiment pas facile à décider. Et les gens qui réfléchissent sur ces sujets sont tirés au sort, et il observe, Jacques, que depuis des années, tout le temps, toutes ces assemblées tirées au sort, à chaque fois, se transforment et deviennent compétents par leur travail sur le sujet sur lequel ils sont en train de plancher, ils deviennent compétents et surtout, ils en viennent à prendre des décisions contre leur propre intérêt, leur intérêt personnel, pour servir l'intérêt général. C'est quelque chose, mais c'est une qualité qui apparaît par la nature de la discussion. En discutant de la façon qui est organisée par Jacques, il appelle ça l'humanitude. Il a inventé ce mot pour décrire ce qu'il voyait dans cette assemblée. Des citoyens tirés au sort montent en conscience et en pertinence d'une façon régulière par la procédure même. Donc je trouve que l'idée, plutôt que d'avoir un parlement ou des agoras, où tout le monde finalement, parce que dans les agoras, comme dans les parlements, tout le monde est invité à opiner sur tout. C'est vrai que c'est une faiblesse, ça. C'est que nous sommes, aucun d'entre nous est omniscient. Et je trouve que l'idée de... en fait, c'est toute la réflexion sur le tirage au sort qui débouche sur le fait que cette idée est une bonne idée. C'est-à-dire que quand on met ensemble suffisamment de personnes, qu'elles sont éclairées, qu'on leur donne le temps de débattre et de discuter, elles se comportent de la même façon que nous nous comporterions dans la même situation. Nous nous ressemblons. Il ne faut pas prendre 3 personnes qui ont envie de se tromper, il faut prendre quand même un collectif. Et c'est la façon du sondage et de l'échantillon représentatif, trouver la bonne taille et la bonne opinion. Mais ça permet d'avoir, sur chaque sujet, une réflexion que nous ne pouvons pas avoir tous sur tous les sujets. Mécaniquement, nous ne pouvons pas, même toi et moi qui consacrons toute notre vie à cette activité, nous ne pourrions pas être aussi savants sur tous les sujets, aussi éclairés, que les assemblées tirées au sort dédiées sujet par sujet. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais ça m'intéresse de voir les objections. Il y a une objection politique. L'objection politique, ça consiste à dire est légitime le citoyen qui dit mais vous êtes gentil, l'assemblée tirée au sort, ça n'est pas moi, et je veux décider. C'est légitime comme réponse à ce que vous avez dit. Il y a un débat à avoir. Alors, nous ne sommes pas omniscients. Pour moi, c'est la version modernisée de ce que disait Emmanuel Joseph, de ce que disait Emmanuel Joseph Sieyès le 7 septembre 1689 devant la Jeune Assemblée, quand il disait c'est vrai, on a fait la révolution pour que le peuple vote les lois, mais, mes chers amis, il se trouve que le peuple n'est pas assez instruit, il n'a pas assez de temps, donc pas assez intelligent et pas assez disponible, pas assez sciant et pas assez disponible pour faire cela. Donc, nous allons inventer un truc, quelque chose qui va s'appeler le système représentatif. On va nommer des experts qui vont faire ça à la place. Il y a, bien sûr, au-delà de cette chose un petit peu choquante, il y a une confusion qu'on entend souvent et qui brouille le débat, qui est la confusion entre le débat législatif
est le débat opérationnel, c'est-à-dire l'élaboration des règles abstraites et ce qu'on a vu tout à l'heure de façon concrète, l'administration du territoire. On dit la façon de prendre des décisions, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de faire une loi ou est-ce qu'on parle de construire le viaduc de Millau? Ce n'est pas la même chose. Pour ce qui concerne faire les lois, et là je suis affirmatif, tout le monde est suffisamment scient pour faire, abolir, proposer, abroger une loi. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous autres, les citoyens de base, c'est nous qui subissons les lois. Et on sait très bien si on est d'accord avec telle loi, si on pense que telle loi va être bonne ou pas bonne. Alors on a bien sûr l'argument selon lequel du temps de Charlemagne il y avait 100 lois, et maintenant la société est beaucoup plus complexe et il faut que les lois soient fabriquées par les experts. C'est une vision contre laquelle je m'élève radicalement. C'est tout simplement une question de principe et de bon sens. Les citoyens qui subissent la loi sont tout à fait aptes à l'élaborer, à la discuter et à la voter. Pour ce qui concerne les décisions opérationnelles, c'est-à-dire les agissements de la fonction exécutive, effectivement, là c'est différent. S'il s'agit de construire un pont, de construire une EHPAD, de construire un gymnase, on va une étude d'impact pour savoir si telle infrastructure est pertinente à tel endroit, inondable ou pas. Là, on va très certainement avoir besoin de travailler, besoin que ce soit des experts qui s'en occupent. Et c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une expertocratie, alors disons carrément le mot, parce qu'aujourd'hui, les élus qui gèrent les choses locales sont largement supplantés par les technocrates, et c'est les technocrates qui prennent les décisions. Et bien là, ce sera vraiment des technocrates qui mettront en œuvre tout ce qui concerne la fonction exécutive, mais contrôlée par les agoras, avec la possibilité, quand on se considère comme n'étant pas assez scient, eh bien, de demander, pourquoi pas, à des experts de venir dans l'agora pour éclairer les raisons pour lesquelles le mandataire du service territorial local a décidé de faire telle ou telle chose, de contester si on se sent suffisamment scient, etc., etc. Donc, ça n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai expliqué, mais ça me semble tout à fait complémentaire. Alors, vous avez dit également que les décisions devaient être prises après des débats éclairants, mais bien entendu. C'est une phase très importante. Je ne suis pas entré dans le détail du fonctionnement des agoras, mais lorsqu'on lit la Constitution en démocratie directe, on verra qu'il y a un tiers d'activité des agoras qui est consacré au débat éclairant sur les propositions qui sont actuellement étudiées dans le réseau. Donc ça, c'est tout à fait traité par notre système. Et puis, je dirais un dernier mot sur quelque chose qu'on entend souvent, que j'ai entendu aujourd'hui, c'est il arrive que les citoyens, lorsqu'ils ne sont pas bien informés, prennent des décisions contraires à leur propre intérêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'intérêt général? Qui décide de l'intérêt général? Par exemple, après le Brexit, le référendum, où les Anglais ont décidé de sortir de l'Union européenne, pas de l'Europe, mais du système de l'Union européenne, du traité de Lisbonne, eh bien, nombre de commentateurs ont dit, mais vous voyez ce qui se passe avec la démocratie directe? Eh bien, les gens prennent des décisions contraires à leur intérêt général. Mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Qui peut dire ce qu'est l'intérêt général? Alors, bien sûr, certains disent, moi, je sais ce que c'est que l'intérêt général parce que je suis un expert et je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est contre ça que nous nous battons en défendant la démocratie directe. Je crois que vous avez été très clair. Avant de prendre une prochaine question, Étienne voulait peut-être réagir. Donc, Étienne, très rapidement, s'il vous plaît. Si vous avez regardé le travail en commission parlementaire, moi je trouve que très souvent c'est un travail de très très bonne qualité. Ce sont des gens qui se donnent un mal de chien à bien peser, alors à part ceux qui dirigent, ceux du gouvernement,
qui oriente ses travaux et qui triche, qui violente finalement les députés. Mais le travail des députés cherchant à savoir quelle est la meilleure décision à prendre, est-ce qu'on ne se trompe pas, est remarquable et prend, Christian, un temps fou. S'ils s'organisent en commission, c'est pas pour rien, c'est parce que ils ne peuvent pas traiter eux-mêmes, qui font que ça, ne peuvent pas traiter de tous les sujets. Alors, il me semble que les simples citoyens, nous serons exposés au même problème. C'est-à-dire que débattre, éclairer l'opinion sur tous ces sujets, ça prend du temps. Et comme il y a beaucoup de sujets, c'est juste une impossibilité matérielle à laquelle, à mon avis, tu ne prêtes pas assez d'attention. Quand tu dis, tu reproches aux gens qui disent il arrive que les citoyens décident contre ton intérêt, je l'ai dit moi-même tout à l'heure quand j'ai parlé des médias, je vais t'expliquer ce que je voulais dire. Quand tous les médias du pays, c'est-à-dire les outils d'information, les outils de formation de l'opinion, sont achetés par 9 milliardaires, 9 personnes. 9 personnes, c'est une table, hein, c'est très peu de personnes qui possèdent tous les journaux du pays, et que la télévision ne s'alimente que par ces journaux, c'est-à-dire que là, il faut comprendre que les journaux ne sont plus lus par personne, sauf par les journalistes de la télé qui, eux, lisent les journaux et ensuite reproduisent à la télé l'opinion. Quand tous les journaux du pays font valoir que sortir de l'Union européenne, c'est mal, que sortir de l'Union européenne, c'est xénophobe, c'est quasiment d'extrême droite, et que finalement, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne sont des repliés sur eux-mêmes, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas ce qu'ils décident, qu'en fait, ils vont prendre de très mauvaises décisions, qui vont appauvrir tout le monde. Et quand c'est répété ad nauseam, jusqu'à la nausée, tous les jours, figure-toi que les papis, les mamies, mais aussi les enfants, les jeunes gens, mais aussi tous les gens qui regardent la télé à flux continu, je te rappelle que la moyenne d'exposition à la télé en France, aujourd'hui, elle vient de passer de 3h30 de moyenne, hein. Moi je ne la regarde pas, donc il y en a un autre qui la regarde à 7h. C'est 3h30, c'est passé à 3h45. 3h45 d'exposition à la télé, oui, nous sommes exposés à une intoxication de l'opinion qui conduit les gens à ne pas vouloir sortir de l'Union européenne, et c'est parce qu'ils sont intoxiqués. Et donc à voter contre. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils voteraient contre le Brexit, alors que ce serait leur intérêt. Et c'est pas. Tu vois, enfin, c'est pas. Je ne crois pas que ce soit une exagération. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils achètent les journaux. Ils achètent les journaux pour obtenir ce résultat. Et c'est très important ce que je dis là maintenant. Quand je dis que nous ne sommes pas omniscients, et tu me compares à Sieyès, ça c'est pas gentil, même pour rire. C'est pour rire. Oui, non, je fais exprès, je cite un peu du cinéma. Hein, mais Sieyès, c'est vraiment un bandit. C'est quelqu'un qui disait le peuple dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne se relève, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ce gars-là a été un tyran. Mais écoute bien, tu as dit deux choses. Tu as dit, tout ça c'est comme Sieyès, qui en partant d'une observation, le peuple n'est pas assez instruit, pas assez disponible pour faire cela, pour produire les lois. Donc, on va inventer un système représentatif avec des experts qui vont tout décider. Je te signale que ce que je dis moi, c'est je pars du même constat. Le peuple, c'est mais je me mets moi dedans, et je pense que tu es pareil. Nous ne sommes pas, ni toi ni moi, nous ne sommes pas capables d'opiner correctement sur tous les sujets, parce que c'est trop difficile, il y en a trop, il y a trop d'arguments, il y a trop de débats, et puis je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi j'ai juste pas envie d'y passer toute ma vie sur tous les sujets, parce qu'en plus, sachant que ça n'y suffirait pas, même si j'ai passé toute ma vie, mais là je suis d'accord sur le 1 de Sieyès, le peuple n'est pas capable, mais mon 2, c'est pas le même que Sieyès, le résultat, la solution que j'imagine, c'est pas de donner le pouvoir aux experts. Les experts, je voudrais en faire des esclaves comme j'exagère, je fais une provocation, mais c'est pour rappeler qu'à Athènes, les experts étaient esclaves. Et esclaves, c'est-à-dire que ça ne voulait pas dire qu'ils étaient, il y a plusieurs formes d'esclavage, ils n'étaient pas citoyens, ils ne pouvaient pas voter. Les experts, comme on savait à Athènes qu'ils pouvaient prendre des décisions et devenir des tyrans parce qu'ils étaient les seuls à détenir le savoir, et bien on disait, puisque vous êtes experts, vous n'aurez pas le pouvoir de décider. Vous aurez le pouvoir de nous dire ce qu'il faut faire, et puis c'est nous qui déciderons. Donc les experts, nous devrions faire ça, nous devrions priver les experts du droit de décider. Nous devrions priver les experts du droit de décider. Mais du même coup, le système de Sieyès, je le déteste évidemment, puisque Sieyès disait on va faire des élus, des experts, c'est eux qui vont décider.
Mais je trouve que ce sur quoi travaillent les commettants, le site des commettants que je vous recommande, hein, c'est vraiment il y a une réflexion féconde, prometteuse et qui est digne d'intérêt et qui cherche le bien commun. Tout le monde, c'est pas des ennemis, hein, mais tu vois, nous comparer à CCS, qui est un ennemi du peuple. Et les commettants qui essaient d'imaginer un système dans lequel on désigne des gens d'une façon si inaccessible à la corruption, qui est le tirage au sort. Et ouais, on les désigne, enfin en tout cas, ils cherchent ça, à désigner les gens de façon si inaccessible à la corruption que les gens qui vont décider sujet par sujet, là, nous ressemblent. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, peut-être que ce serait une façon de rapprocher les points de vue, la solution de Nicolas qui consisterait à avoir finalement des assemblées dédiées à des sujets, donc une assemblée sur le sujet de l'Union européenne. Et ces assemblées nous prépareraient la décision et nous la voterions. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux, nous ne débatterions pas en détail de toutes les lois, mais nous mettrions le tampon final, oui, je suis d'accord ou pas d'accord, sur des décisions qui auraient été préparées par ces assemblées. Là, c'est bien nous qui déciderions, mais sans nous infliger le travail de débat complet, argumenté sur tous les sujets qui me paraît une impossibilité. Bon. On est dans le temps là ou... Non, c'est important ça. On peut reprendre ça cet après-midi. Bien sûr que c'est important, on est au centre là. Non, mais il n'y en a pas pour longtemps à répondre. Il n'y en a pas pour longtemps, mais moi j'ai vu que le numéro des papiers, la salle est jusqu'à 24 et on n'est que au 5. Donc voilà, moi je dis juste ça, après vous faites comme vous voulez. Alors, allez, on va faire au vote. Est-ce que vous voulez qu'il continue ou on passe à la question suivante? Bon, beaucoup de mains levées, ouais, c'est à peu près moitié-moitié. T'as vu la moitié là? Alors, ne pas débattre de tous les sujets, on ne peut pas débattre de tous les sujets. On n'a pas le temps. Alors, d'abord, je rappelle la distinguo que j'ai faite tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de système législatif ou de tout, des décisions, des commandements opérationnels? Si on parle que du législatif, puisque notre système de démocratie directe, c'est l'élaboration de la loi par les citoyens. On n'a jamais dit que c'est les citoyens qui, collectivement, de façon autogestionnaire, allaient décider des commandements opérationnels. Donc on parle des lois. On parle des lois. Alors, on n'est pas compétent sur tous les sujets. D'abord, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que si. Mais je vais développer. C'est pas ça que je dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de... Alors, on n'a pas le temps. D'abord, j'ai entendu quand même qu'on n'est pas compétent sur tous les sujets. Je vais répondre un petit peu. On est compétent sur tous les sujets, d'une part parce que c'est nous qui les subissons. Les lois sont des éléments coercitifs, pas l'oublier. Une loi, c'est quelque chose qui nous interdit de faire. C'est une règle qui nous interdit de faire quelque chose ou qui nous oblige à faire quelque chose. Donc, à partir du moment où la loi, c'est un dispositif qui exerce une coercition sur nous sommes compétents pour en décider. C'est un raisonnement de principe. Ensuite, on n'a pas le temps. Alors, on n'a pas le temps si on raisonne effectivement en système représentatif. C'est justement la base du système représentatif. Je n'ai pas le temps, ou on me dit que je n'ai pas le temps, et donc il faut que ce soit des représentants en nombre plus restreint qui décident à ma place. À partir du moment... S'ils proposent de décider, c'est pas la même chose. S'ils proposent, et c'est nous qui décidons. Oui, alors... c'est nous qui décidons. Alors, dans l'élaboration... Tout à fait. Dans l'élaboration de la loi, ce qui est fondamental, c'est l'élaboration, c'est la proposition. La preuve en est que, par exemple, les prérogatives de l'Assemblée nationale, elles sont assez peu nombreuses, puisque l'essentiel des règles coercitives, c'est décidé par l'exécutif. Mais le peu de choses que fait l'Assemblée nationale, c'est sur proposition de l'exécutif. Puisque l'article 39, je sais très bien, ou 37, je ne sais plus, attribue l'initiative des lois conjointement, concurremment, à l'exécutif
et aux députés. Donc, dans l'élaboration de la loi, qui est, je dirais, une fusée à 3 étages, initiative, débat, votation, le premier étage est fondamental. L'initiative des lois doit venir exclusivement de la société civile, doit venir exclusivement des gens. Ce n'est pas aux experts à dire tiens, il faudrait telle loi. C'est à nous qui subissons la coercition de dire nous ne voulons plus subir cette coercition-là, abolition, proposition d'abolition. C'est nous qui disons nous sommes d'accord pour subir cette coercition, mais il faudrait qu'elle soit un peu plus ou un peu moins. Amendement, modification de loi. Soit il faudrait établir tel type de coercition parce qu'il y a un problème. Proposition de loi. Ça doit venir dans notre esprit, et c'est pour nous l'éthique de la démocratie directe. Et puis on a dit que c'était la vraie démocratie, c'est vrai qu'on se l'attribue, mais pourquoi pas, ça n'existe pas. Donc personne ne va venir nous contredire. Eh bien, nous disons que ça doit venir uniquement des citoyens. Alors ensuite, il y a la phase de débat. Alors ensuite il y a le débat. Alors ensuite il y a le débat argumenté. Bon, l'initiative ne va non. Comment? Pourquoi tu fais comme si ce n'était pas des citoyens? Les assemblées dont parle Nicolas, ce sont des citoyens. Très bien, ça vient des citoyens. Bon, effectivement, n'importe qui est citoyen, un expert est aussi citoyen. Bon, tu fais une assemblée, tu tires en sorte 100 personnes, tu vas pas avoir. Non mais on n'est pas dans le système de l'assemblée représentative. On est dans un système avec un réseau d'assemblées et tout citoyen, où qu'il soit, a la possibilité de venir dans son assemblée. Vous êtes un peu prisonnier de l'idée selon laquelle les idées doivent s'élaborer dans des assemblées centralisatrices. Nous pensons au contraire que les idées doivent venir et ne doivent venir que à partir, disons, d'une agglomération, à partir du moment où une initiative se retrouve un petit peu partout dans le réseau des 14 000 Agora, ça va devenir une initiative dont on va discuter. Tant qu'elle reste minoritaire, d'où exit les lobbies, tant qu'elle va devenir minoritaire, elle ne sera pas discutée. C'est un élément de réponse que je te donne.